Trottel, podologue à mon compte depuis 2003. Pour faire la présentation de Castine, je vais partir du terrain et de mon quotidien. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un pédicure podologue? Quand on est diplômé d'État de podologie, on a une possibilité de travailler uniquement la pédicurie, qui est le soin du pied, de la peau, des ongles, ou uniquement la podologie, ou les deux. Alors, aujourd'hui, on ne va parler que de podologie et encore plus précisément de podologie biomécanique. Alors, c'est quoi la biomécanique? C'est la façon dont le corps va se tenir et surtout se bouger dans la vie du quotidien, dans la marche, dans la course, etc. Donc pour comprendre ce que fait un podologue, il y a différentes façons évidemment d'aborder la podologie, mais je vais vous parler de ce que moi je rencontre. Donc dans un premier temps, je fais un diagnostic. Ensuite, on va faire une analyse statique, c'est-à-dire debout sans bouger, face à un miroir que j'ai quadrillé, pour observer la façon dont le corps se pose dans sa plus ou moins symétrie. On compare gauche-droite et on voit si, grosso modo, vulgairement, tout est aligné. Donc ça, c'est de la statique, donc on le positionne dans une position de référence et on observe ensemble, le patient et moi, la façon dont il va naturellement se placer. La statique est très importante, mais parce que ça permet vraiment de décortiquer des pieds à la tête ce qu'il se passe, et c'est toujours très intéressant pour le patient de visualiser ça, mais a un inconvénient, c'est que on peut très bien être dans une position d'adaptation, de compensation à ce moment-là. D'où l'intérêt pour moi, qui est primordial, de regarder la marche et la course de mon patient. À la course, il envoie 5 fois le poids de son corps sur chaque articulation, donc ça va trop vite, trop loin, trop fort pour que le cerveau analyse, compense tout, et on se rapproche au plus près possible de sa position naturelle. Donc voilà, donc une fois qu'on a déterminé par la statique, par la marche, par la course, la stratégie qu'utilise le patient, le schéma corporel qu'il utilise en mécanique pure, eh bien, on va être capable de déterminer ensemble si oui ou non il a besoin d'apporter une correction. Alors, pour déterminer si oui ou non, il faut déjà avoir forcément une base de référence. Dans tout métier, on se réfère à quelque chose. Nous, on a besoin de savoir s'il se rapproche de ce qu'on appelle la physiologie. La physiologie, c'est quoi? C'est un emboîtement, encore très vulgairement, mais un emboîtement de l'ossature. Donc l'ossature, le squelette, je considère que c'est la charpente de notre corps. C'est la seule partie rigide qui va supporter l'intégralité des tissus mous. Donc quand l'ossature s'emboîte correctement, dans l'axe qui lui est prédéfini, grosso modo, on sait que quand on a quelque chose de concave en face, on va avoir quelque chose de convexe. Donc chaque os va s'emboîter dans le suivant par l'intermédiaire d'articulations. L'articulation, elle est prédéfinie, donc avec une forme très précise qui s'emboîte dans l'os de dessous du dessus, et elle est composée de surfaces articulaires qui est prévue pour frotter de façon régulière et dans un certain mouvement. Donc quand ça s'emboîte à la perfection, l'usure évidemment se fera au fil de la vie. On sait qu'à 90 ans on n'a pas le même corps qu'à 20, mais l'usure se fera de façon lente, progressive et souvent sans souffrance. En revanche, quand une articulation ne s'emboîte pas correctement, se retrouve de biais, se retrouve désaxée, se retrouve en surcharge de pression sur des zones qui ne sont pas faites pour, va forcément cette articulation dégénérer beaucoup plus rapidement, avec des phénomènes d'arthrose qui se mettent en place précocement. Donc il faut avoir à l'esprit que la physiologie, ça donne de la capacité à notre corps à bouger. Parce que, encore une fois, quand vous imaginez une poulie, quand elle est bien axée, bien centrée, elle a une mobilité considérable. Alors que quand elle est déjà de biais, verrouillée dans un système, on perd en mobilité, on perd considérablement en mobilité. Donc, qui dit moins de mobilité, dit aussi forcément moins de capacité d'adaptation. Donc, c'est de la pure mécanique toute simple. Donc, c'est ce que j'explique au quotidien à mes patients. À partir du moment où l'articulation est dans son axe, non seulement on la protège d'une usure précoce, et en plus, on lui permet d'avoir une mobilité idéale pour pouvoir compenser et s'adapter à tout ce qu'on demande à son corps. Donc, ça, c'est pour ce qui concerne l'ossature.
l'ossature, encore une fois, qui est le support après des tissus mous. Donc si une articulation fléchit dans un axe idéal, optimal, la trajectoire des muscles qui s'accrochent au-dessus, en dessous, par l'intermédiaire de leurs tendons, cette trajectoire sera aussi idéale, le mouvement sera le moins énergivore possible et surtout le plus performant et efficace possible. Il faut rajouter à cela quelque chose qui est très simple à comprendre. Nous sommes régis par la loi de la pesanteur. D'accord ? Donc c'est cette loi de la pesanteur qui fait que notre pied porte notre tibia, qui porte notre fémur, qui porte notre bassin, à gauche, à droite. Nous avons donc deux hémibassins, rejoints par la symphyse pubienne, et ces deux hémibassins sont censés être parfaitement parallèles au sol. C'est le cas, et uniquement le cas, lorsque les deux membres inférieurs sont symétriques dans leur forme, mais aussi et surtout dans leur position. Si mes deux hémibassins sont parallèles au sol, mon sacrum qui vient s'emboîter dedans dirigera ma colonne vertébrale, qui est donc un enchaînement de vertèbres du sacrum jusqu'au cervical, et qui portera mon crâne, et tout ça dans une rectitude la plus parfaite. La physiologie, c'est vraiment notre base de référence. On sait que plus on rapproche nos patients de cette position parfaite, plus on lui permet de récupérer capacité d'adaptation, mobilité, et surtout plus on le protège. Alors qu'est-ce qui se passe quand ce n'est pas physiologique ? J'ai un schéma corporel en tête que je croise dans quasiment l'intégralité des patients qui se plaignent de douleurs totalement diverses et variées. Ça peut aller d'une douleur sous la voûte plantaire qu'on appelle une aponévrosite, comme une douleur du bas du dos, ou des sciatiques, ou une hernie discale, ou une mâchoire qui claque, ou des maux de tête, peu importe. Tout ça peut être vu d'un point de vue biomécanique. En fait, quand on fait notre analyse et qu'on voit que notre patient, qu'il met lui-même d'ailleurs face à un miroir quadrillé, il arrive à voir que tiens, ces deux hémibassins ne sont pas du tout à même hauteur, qu'il a une épaule qui penche, sa tête qui s'incline dans l'autre sens, etc. Alors qu'est-ce que je rencontre encore une fois dans de très très nombreux cas? C'est ce qu'on appelle des pieds valgus. Le pied valgus, c'est un pied qui a tendance à s'effondrer sur sa partie interne. Donc au lieu d'être dans une position idéale où l'attaque du pas va se faire en externe, où la trajectoire du tendon d'Achille est quasiment rectiligne, passant entre les deux malléoles, et ce qui permettrait à notre tibia de partir de façon tout à fait verticale, eh bien le pied vient s'incliner en dedans, portant à ce moment-là le tibia vers l'intérieur, donc le genou un petit peu en dedans, qu'on appelle aussi un genou valgum, dans ces cas-là, valgue ça veut dire vers l'intérieur. Donc pied valgus, genou valgum, et pour un peu qu'il y en ait un pire que l'autre, eh bien je me retrouve tout de suite sur ce côté avec des déviations supérieures, je me trouve inclinée au niveau du bassin. À partir du moment où mon bassin est affaissé d'un côté, on appelle ça une bascule. S'il est basculé du côté où mon pied est le plus affaissé, c'est une logique sans faille, eh bien mon sacrum qui vient s'emboîter dans mon os du bassin va se retrouver déjeté, va se retrouver en inclinaison. Et cette inclinaison devrait, logiquement, si la colonne vertébrale était un os plein, style un fémur, je me retrouverai avec la tête complètement à côté de mes chaussures. Ça marche pas. Donc qu'est-ce que fait le haut du corps? Et c'est systématique et c'est automatique. Pour lutter contre la loi de la pesanteur, il va lui avoir besoin de remettre son disque dur qui est le crâne, qui est la tête, dans l'axe de ses pieds, pour avoir un centre de gravité qui est globalement centré, globalement dans l'axe. Sauf que si mon bassin part complètement d'un côté, il va falloir forcément qu'à un moment donné, mon haut du corps fasse une compensation avec une bascule opposée. Alors parfois, ça se fait dès les lombaires, et on se retrouve avec un omoplate plus bas au côté opposé à la bascule du bassin. Des fois, c'est juste au niveau des épaules, et parfois, c'est juste le crâne. Mais je vais de toute façon toujours avoir à un moment donné une réaxation, c'est pas une désaxation, c'est une réaxation pour mettre le poids du corps à peu près dans son axe. Alors je voudrais aborder un autre point que je trouve aussi très intéressant. C'est la partie
circulatoire, la partie vasculaire de notre corps, nous avons une pompe, la pompe principale qui est le cœur. Le cœur, quand il se contracte, il expulse le sang qui va par des artères du cœur vers les organes, vers les tissus, vers l'intégralité de notre corps. C'est un circuit fermé, donc quand le cœur se décontracte, il fait un effet succion, il aspire, et c'est comme ça qu'à chaque coup, ça circule. On a un réseau vasculaire qui est immense et qui a un rôle primordial sur l'apport de ce que le sang va pouvoir amener dans les différents tissus et le rejet de tous les déchets, que ce soit gazeux, nutriments, etc., etc. Donc à partir du moment où ça circule merveilleusement bien, la circulation est parfaite, est optimale, le sang amène tout ce qu'il faut dans les tissus guérissent vite, récupèrent vite après un effort, et tout est bien oxygéné, les déchets sont jetés, et tout va pour le mieux. Alors, on imagine bien qu'entre la position où est donc la situation du cœur dans le corps, monter jusqu'au cerveau, même chez un sujet d'1,90 m, il y a une certaine proximité, d'accord ? En revanche, de descendre jusqu'au bout des orteils, alors descendre, c'est plutôt facile, parce que loi de la pesanteur, donc ça éjecte et ça descend, mais remonter du bout des orteils jusqu'au cœur, toujours chez notre sujet d'1,90 m, ça fait un petit peu de distance à parcourir. Donc comme l'anatomie est merveilleusement bien faite, elle a prévu 2 autres pompes. La première, c'est un réseau de vaisseaux sanguins que l'on a dans la voûte plantaire, sous la plante du pied. De plein de petits vaisseaux qui, lors de la marche, c'est d'ailleurs pour ça que toute personne travaillant sur le système cardiovasculaire dit toujours à ses patients « marchez 1 demi-heure par jour », pas piétiner, marcher. Pourquoi la marche change tout? Parce que lorsqu'on déroule le pas, de l'externe vers l'interne, on vient comprimer cette voûte plantaire, en théorie, et tous ces petits vaisseaux sanguins, donc en écrasant mécaniquement encore, on n'est vraiment que dans de la mécanique, en écrasant mécaniquement les petits vaisseaux, on va pousser le sang accumulé dans le pied en direction d'une grosse veine qui passe dans le mollet, admirablement bien fait, 3 muscles du mollet, qui à ce moment-là, au moment de la phase de propulsion, se contractent, et en se contractant, ils viennent écraser le tuyau, la grosse veine, pour repousser le sang vers le cœur. Première pompe, le cœur. Deuxième pompe, la voûte plantaire. Troisième pompe, le mollet. Donc il faut avoir à l'esprit que pour un sportif de très haut niveau, comme pour un sportif du dimanche, comme pour une personne âgée qui commence à avoir des soucis de retour veineux, la marche est primordiale. Encore faut-il que la marche, elle soit faite dans un schéma cohérent. Parce que si les appuis plantaires ne sont pas bons, eh bien forcément, on va se priver d'une des 3 pompes cardiaques. On va se priver d'un super drainage et on va se priver surtout, du coup, d'une excellente récupération du membre inférieur. Je trouve ça quand même dommage. Alors on va aborder un sujet qui est pour moi d'une importance capitale. Comme je vous disais tout à l'heure, la loi de la pesanteur fait que le pied est le premier maillon d'une chaîne, en fait, d'un emboîtement qui se fait des pieds à la tête. En fait, il faut imaginer que on ne marche pas pieds nus, ou très peu, et que du coup, le premier maillon de cette chaîne corporelle, ce n'est pas le pied, c'est la chaussure. C'est le premier élément qui va être au contact du sol et qui aura pour mission de porter le pied. Pied qui portera la jambe, etc., etc. On a déjà fait le tour plusieurs fois. Donc tout part de là. Forcément, quand on sait à quel point une chaussure, dans ces cas-là, a une importance capitale, et pour le schéma corporel, on a bien dit, pour chaque os qui s'emboîte, mais aussi pour le drainage, puisqu'encore une fois, si j'appuie de façon
globale sous la voûte, l'intégralité de mon pied, je vais avoir une réponse et un drainage qui sera forcément bien meilleur. Quelque chose que je n'ai pas expliqué, c'est que lorsque j'ai déterminé avec mon patient qu'il avait besoin de correction, qu'effectivement son corps n'est pas dans un schéma optimal, moi, podologue, je vais lui proposer de le traiter par l'intermédiaire de semelles orthopédiques. Cette semelle orthopédique, je vais la fabriquer pour venir redresser la position de son pied, donc de sa jambe, donc etc. etc. À partir du moment où j'ai vu, depuis 20 ans, quels effets quelques degrés d'un pied peuvent avoir sur l'ensemble du corps, comment cette position, ce schéma corporel peut soulager des patients qui sont en souffrance depuis de nombreuses années en un claquement de doigts, je sais qu'il y a la base de ce corps a un potentiel énorme. Et je ne comprends pas, je n'ai jamais compris pourquoi, quand on regarde la forme qu'a un pied, on parle d'une voûte plantaire. Une voûte, comme son nom l'indique, c'est incurvé. C'est tout sauf plat. Alors un exemple que je prends très très fréquemment pour mes patients, est-ce que vous iriez mettre un casque carré sur votre tête pour faire de la moto? Tout le monde va me dire, évidemment non, c'est complètement aberrant. Le casque carré n'épouserait pas du tout la forme du crâne, donc en cas de choc, il n'y aurait absolument pas la mission escomptée. Ça ne remplirait pas le rôle qu'a un casque de protection. Ok. Expliquez-moi pourquoi la base de votre schéma corporel, c'est votre chaussure, que nous sommes tous équipés d'une voûte plantaire, et qu'à l'heure actuelle, l'intégralité de nos chaussures sont plates. Je trouve ça hallucinant. Donc je me bats à faire des moulages des pieds de mes patients dans un bon schéma, à redresser, à équilibrer gauche-droite et à venir soutenir cette voûte plantaire. 2 raisons. On en a déjà longuement parlé. La première, remettre le corps dans une symétrie parfaite. Si le pied est dans son axe, le tibia est dans son axe, le fémur sera dans son axe. Si les deux sont bien symétriques à leur base, les 2 hémibassins seront d'aplomb, parallèles au sol. Donc le sacrum sera droit et la colonne vertébrale pourra partir dans une rectitude optimale. Ça, c'est le premier effet. Le deuxième, on vient d'en parler. Si je viens épouser l'intégralité des petits vaisseaux que j'ai sous la voûte plantaire, parce que je suis la forme parfaite, l'anatomie d'un pied, eh bien, forcément, à chaque pas que je fais, j'écrase beaucoup plus de petits vaisseaux sanguins et je stimule beaucoup plus le retour veineux et j'accompagne beaucoup plus de sang vers mon mollet et mon drainage est bien meilleur et ma récupération est bien meilleure. Et tout sportif devrait porter une chaussure ou une semelle qui a la forme du pied. Je ne comprends absolument pas pourquoi on se prive de cette pompe mécanique parfaite. Donc ça, c'était mon quotidien. J'ai aussi à l'esprit une chose, c'est que mes patients, quand ils mettent leur semelle, il faut qu'elle soit adaptée dans une bonne chaussure avec des renforts qui vont maintenir le pied au bon endroit sur la semelle. S'il s'échappe à côté, aucun intérêt. Mais malheureusement, sauf chez l'enfant qui est en devenir, chez l'adulte, c'est on-off. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je mets mes patients dans la position anatomique parfaite, sur les semelles, ils les portent une partie de la journée. Dès qu'ils vont les enlever, et même si ça fait 20 ans qu'ils les portent, ils vont reprendre leur schéma corporel d'avant. Leur schéma corporel qu'ils ont acquis quand ils avaient fin de croissance, donc à peu près 15 ans pour une jeune fille et 20 ans pour un garçon. Le on-off est dramatique. Le on-off, c'est-à-dire un coup je les ai, je suis d'équerre, mes muscles travaillent d'une certaine manière optimale, super, tout le monde est content. Le off, tout, j'enlève, je me recasse la figure, l'intégralité de mon corps reprend son schéma pathologique
Et là, oh, les douleurs reviennent. Donc, à chaque fois que j'ai fini un examen clinique, où j'ai fini d'expliquer à mon patient ce que je viens de vous expliquer, la première question qu'il me pose toujours, c'est « Ah, mais comment on fait l'été? Et comment on fait dans les chaussures d'intérieur, dans les chaussons? Et comment je fais, moi, quand je vais de ma salle de sport à mon club et que je suis en claquette ?» Bah, la réponse, c'est que j'avais pas de réponse. La réponse, c'est qu'effectivement, ça bousille une grosse partie du travail qu'on a mis en place et qu'effectivement, dans ces périodes-là, le corps souffre. Et peut-être presque plus que s'il n'était jamais corrigé. Donc tous les gens qui portent des semelles, tous les sportifs de haut niveau qui sont super appareillés dans leurs chaussures de foot, dans leurs chaussures de basket, de hand, dans leurs chaussures de ski, dans leurs chaussures de rugby, tous ces patients-là qui ont compris l'intérêt qui est de se faire accompagner par un podologue qui va lui corriger sa posture, bah, dès qu'il retire tout ça et qu'il est dans ses moments off, il fout tout en l'air. Et en plus, c'est dans ces moments off où il n'est pas dans l'activité physique, mais plutôt dans la partie de récupération, qu'il est en claquette ou en chaussons à la maison. C'est là qu'il aurait besoin de drainer, de stimuler le retour veineux pour vraiment récupérer au mieux, faire les échanges gazeux dont on a parlé, etc. Et bien là, il ne se passe plus rien. Voilà les bases fondamentales de la naissance de Castine. Donc Castine, c'est une entreprise qui a innové pour venir combler ce vide. Donc nous avons différentes choses. La première et celle qui m'intéressait le plus, c'est que déjà de base dans cette chaussure, il y a une semelle au contact du pied qui soutient la voûte plantaire, qui a la forme qu'un pied possède. D'accord ? Donc en externe, c'est censé se poser à plat au sol. En interne, on a du volume et ce volume, il est comblé. Et comme il est comblé de façon parfaitement symétrique, il repose les pieds de la meilleure des manières pour que le bassin soit d'aplomb et que la colonne vertébrale soit rectiligne. Déjà, première des choses. Deuxième des choses, il épouse la voûte plantaire, donc il aide énormément à la récupération. Et il stimule le drainage même dans ces moments off. Une paire de semelles, quelle qu'elle soit, ne peut pas être efficace s'il n'y a pas de contrefort de la chaussure à l'arrière. Pourquoi ? Parce que vous observerez dans la rue, moi je fais ça, je m'amuse à ça tous les étés, vous observerez dans la rue comment les personnes déambulent sur leurs sandales, sur leurs tongs, sur leurs claquettes, sur leurs chaussons chez vous. Très rares sont ceux qui restent sur leurs semelles. Les 3/4 vont finir avec les talons à côté de leur pompe. Donc, nous devions d'inventer un système, innovant certes, parce que ça n'existait pas jusqu'à présent, mais un système qui permette d'avoir un contrefort qui, lui, soit rigide et efficace. Le contrefort, c'est un élément qui est situé de part et d'autre du talon et qui va maintenir le talon au moment où il se pose au sol, pour éviter qu'il parte soit trop en interne, soit trop en externe. Et du coup, que lorsque ce talon se pose au sol, il se pose sur le bon endroit de la semelle pour que la voûte plantaire soit épousée au bon endroit. Sinon, ça n'a aucun sens. Ensuite, on a, par les expériences de mes confrères podologues et par mon expérience, on a placé des brides, des sangles au bon endroit pour éviter des zones de conflit que l'on connaît, hein, avec des matières qui sont plutôt élastiques. Ça, c'est vraiment la partie un peu plus pédicurie dont je vous parlais, le soin du pied. On a des frottements. Tout est fabriqué, tout est conçu, tout est fait en Europe. La conception est française,
les usines de fabrication sont portugaises et les matières premières arrivent d'Italie ou d'Espagne. Ça, c'était important pour nous de pouvoir contrôler d'où venaient les marchandises, dans quelle mesure c'était fabriqué et bien sûr qu'il y ait une éthique derrière tout ça. Un des points cruciaux d'une chaussure, c'est le confort. Le problème, c'est que quand on exige de la rigueur, parce qu'il nous faut pour un bon maintien avec les contreforts, il nous faut de la rigidité, pour un soutien de la voûte plantaire, il faut de la résistance, tout ça, parfois, peut contrarier le contact au pied. Donc, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas qu'on tombe dans un excès de rigueur pour que ça devienne inconfortable. C'était un enjeu, ça aussi. Alors, on sait pertinemment que le trop mou est toxique. Nous, on ne voulait pas être trop rigide, mais on veut quand même être efficace. Donc, il a fallu trouver un juste milieu entre tout ça pour garder vraiment un confort au contact du pied. Alors, s'il y a une chose vraiment qui m'importe moi podologue, c'est que Castine ne devait pas piquer le boulot des podos, pour que ce soit très très clair. Le rôle de Castine, c'est d'accompagner le podologue. C'est de permettre au podologue de pouvoir faire un travail continu. En continu, pourquoi? Parce qu'il est essentiel qu'un traitement de correction mécanique ne soit pas placé en alternance. C'est-à-dire, si je vais mettre mes semelles dans mes chaussures de boulot, dans mes chaussures de sécu avec un piétinement particulier, dans mes chaussures de sport quand je suis sportive de haut niveau, je vais avoir tout ce qu'il faut pour me corriger au quotidien pendant l'effort. Et puis, j'arrive à la maison, j'ai repassé déjà 1 heure le matin avec des chaussons qui contraignent rien du tout. Je vais repasser 3-4 heures le soir, hein, c'est assez au bas mot ce qui se passe à peu près dans le quotidien de chacun, et ben là je mets tout en l'air, quoi. Je sacrifie tout ce que j'ai pu faire avant parce que le fait de laisser mon pied repartir dans ses travers, le tuteur sera à nouveau complètement déséquilibré et je vais me retrouver dans ma position d'avant, avec des muscles qui n'auront plus du tout l'habitude de travailler comme ça, qui doivent y retourner, ils n'aiment pas ça du tout. Et le on-off, on sur semelle, off sans mes semelles, est catastrophique. Donc, l'objectif numéro 1 de Castine, ce pourquoi moi j'ai participé à tout ça, c'était vraiment d'arriver en toutes circonstances à faire en sorte que le patient des podologues, celui qui a vraiment conscience et qui se donne les moyens de remettre son corps dans son axe, puisse le faire en chaussons à la maison, en sabots médicaux quand on est professionnel de santé, en tongs pour les vacanciers, en claquettes pour le sportif qui va, qui vient à ses différents entraînements. Bref, qu'on ait toujours un moyen de pouvoir être correctement chaussé. Dans la chaussure fermée, il y a des solutions. Il y a des chaussures avec des contreforts, le podologue il peut glisser la sienne et elle est personnalisée. On a bien conscience aussi que Castine n'est qu'une chaussure de série, donc avec une semelle anatomique certes, qui correspond à un très très grand nombre, mais pas à tous. Donc cette semelle de base, le petit plus que l'on apporte, c'est qu'elle est amovible. Par un système de velcro, la semelle au contact du pied peut se retirer. Elle laisse à ce moment-là la place à une semelle qu'on a appelée cuvette, qui est en fait un réceptacle de toute semelle orthopédique. Donc n'importe quel type de semelle pourra être intégré par le podologue. Alors c'est le podologue qui le fait parce qu'il y a quand même une notion de discrétion, d'esthétisme, où il va placer un recouvrement, il va s'adapter à la forme, à la largeur de la chaussure Castine. Mais en tout cas, il aura la possibilité de placer son patient dans une continuité de traitement. Donc soit moi ce que je fais au cabinet, mon patient m'apporte sa chaussure Castine, je la teste, je vérifie si son bassin est équilibré, si sa colonne vertébrale a une belle rectitude, je vérifie si
sa voûte plantaire est épousée pour optimiser la récupération. Et si c'est le cas, je lui laisse sur sa chaussure complète, avec la semelle contact du pied de Castine. Si en revanche, j'ai un travail plus spécifique à lui faire, ou si j'ai une stimulation particulière, ou si son anatomie ne correspond pas à la forme de la semelle Castine, dans ces cas-là, j'ôte la semelle de base et je glisse la mienne que j'habille pour que absolument personne ne sache qu'il y a une semelle orthopédique à l'intérieur. Les renforts latéraux dont je vous ai parlé vont maintenir le pied au bon endroit sur ma semelle de correction et l'efficacité est 100%. Donc l'objectif de Castine, c'est d'accompagner les podologues qui accompagnent, d'accord? C'est de satisfaire 100% des anatomies. Ça, c'était l'enjeu capital dans lequel j'ai voulu participer, auquel j'ai voulu participer. Alors, on a trouvé une difficulté majeure, parce que je vous ai parlé des tongs pour le vacancier, par exemple, mais il y a des gens qui portent des tongs à l'année en chaussons, en chaussures d'intérieur. La tongue, elle nous présentait une particularité, c'est son entre-doigt. Donc, il nous fallait trouver un système que Castine a breveté également, un système pour détacher cette partie-là afin de pouvoir sortir la semelle et de mettre celle personnalisée du podologue. Le petit plus, c'est que de ce fait, on a rendu les brides amovibles par des systèmes de relâchement de l'arrière, de clips sur l'avant de la bride. On peut l'enlever et y intégrer d'autres brides, d'autres couleurs, d'autres formes, et ça c'est un petit côté un petit peu plus fashion. Pour conclure, si je pouvais donner en quelques lignes ce que je viens de vous expliquer, je voudrais vraiment attirer l'attention de tout le monde sur la capacité qu'a un pied, la fonction qu'a un pied en tant que support de l'intégralité du corps et en tant que troisième pompe cardiaque. Ce que les confrères, ostéos, éthiopathes, kinés vont pouvoir mettre en place, eh bien le podologue arrivera en tant que stabilisateur. Pour ça, il a besoin d'un support qui est la chaussure, qui a vraiment, outre la connotation d'accessoire de mode, la chaussure est la base de la position. Si la chaussure n'est pas adaptée, la semelle ne peut pas être bonne. Si la chaussure et la semelle ne forment pas un bon couple, le pied est livré à lui-même. Et le pied, je me rends compte depuis les 20 dernières années, a d'énormes difficultés à soutenir et à pouvoir garder ce galbe qui est prévu au niveau de la voûte plantaire. Et si ce galbe n'est pas tenu, tout s'affaisse et c'est la dégringolade et la désaxation jusqu'au bout du crâne, créant des pathologies très diverses et variées, encore une fois. Quand je vois les résultats que j'ai en cabinet et que je vois à quel point c'est un jeu d'enfant de rééquilibrer le corps, par pitié, ne vous en privez pas.